Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est encore un post-mortem. Alors vous m'excuserez, j'ai un peu chopé froid. Post-mortem sur Blade Runner, à savoir Les Anges en Feu, qui est donc le second supplément, c'est le second épisode d'une campagne fait qui doit être fait de moins trois scénarios. Normalement, donc le premier, vous le connaissez, il était dans la bonne initiation, j'en ai déjà parlé. Le second, c'est celui que je tiens à présent juste à côté de moi. Et le troisième, on ne sait pas trop. Beaucoup de gens s'énervent parce qu'il se trouve que Free Liga a un peu eu des soucis sur la dernière sortie de Blade Runner qui s'appelait donc la Replicant Rebellion, je crois. Donc en gros, qui est un bouquin consacré au fait de jouer des réplicants impliqués dans l'underground réplicant, qui est une sorte d'élément sociologique dans le nouveau setting de Blade Runner, le jeu de rôle. Donc, je rappelle, Blade Runner, le jeu de rôle se passe entre Blade Runner 1, enfin le Blade Runner original, et celui de Villeneuve en 2049. Je crois qu'on joue en 2039, donc un peu avant le Blade Runner de Villeneuve, et où là les Nexus 9 sont impliqués, sont arrivés. Donc pour rappel, l'idée c'est que donc il existe, donc il y a les Nexus 6 que vous connaissez du premier film, qui ont tous disparu, normalement. Il n'y a pas de Nexus 7, probablement parce que ça porte malheur. Et les Nexus 8 ont été introduits donc par une corporation, les Nexus 8 ont été fabriqués, je crois, par la Tyrell Corporation. Sauf que, donc là, on est en 2028, si je dis pas de bêtises, qui était censé être qui était plus serviable et compagnie. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu qu'ils avaient aussi des moyens de résister, comme les Nexus 6, même si c'était moins balèze physiquement. Donc, ce qui s'est passé, c'est il y a une sorte de mouvement de résistance qui naît parmi les réplicants, surtout ceux qui ont été utilisés dans les colonies spatiales pour se battre en fait sur le champ de bataille. Il y a ça, si vous l'avez vu, c'est pas un très bon film, mais il y a Soldier avec Kurt Russell qui est censé être dans le même univers que Blade Runner, qui joue en fait, qui monte des réplicants de combat. Et donc en fait ces réplicants, ces Nexus 8 se mettent en branle et montent une sorte de méga plan pour en fait faire cracher toute la grille électrique du monde avec un EMP, donc une bombe électromagnétique, comme quand on lance une bombe nucléaire. Ce qui fait qu'en fait toutes les données physiques dans l'espèce de monde rétro-futuriste de Blade Runner sont cramées. Et les seuls, on arrive quand même à sauver quelques trucs, mais essentiellement ça veut dire que toutes les bases d'identification disparaissent. Ce qui permet à beaucoup de Nexus 8 évidemment de disparaître dans la nature. Et ce qui fait que au niveau du monde entier, donc parce que dans Blade Runner, donc ça c'est pas très bien expliqué, mais les villes sont indépendantes, les villes sont gérées par... en fait les flics, les départements de police, sont à la fois l'armée, la police, et sont inféodés en théorie à la mairie, mais surtout à l'ONU. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pays, il n'y a qu'une unité supranationale qui est l'ONU, le reste étant géré par des corpos, et l'essentiel des gens étant partis, on rappelle, hein, dans l'espace. Blade Runner, c'est un monde qui part du principe que tous les gens qui restent sur Terre sont des déchets, ont des maladies génétiques, sont défaillants, ont des problèmes mentaux, et donc ne peuvent pas aller dans l'espace. Et puisqu'ils ne peuvent pas aller dans l'espace, en gros, il y a que les reliquats qui restent, qui est un thème très récurrent chez Philip K. Dick, évidemment, les laissés pour compte, les handicapés, les gens qui restent derrière, qui incarnent le mieux l'humanité. Et donc arrive plus tard la Wallace Corporation, qui est dirigée par Jared Leto, par Wallace, qui est un jeune, qui est encore assez jeune aussi dans le bouquin, qui est cette espèce de gars complètement fou, qui a un délire messianique, qui rachète toutes les parts, toutes les options et tout ce qui restait des laboratoires de la Tyrell Corporation, et qui dit on va refaire des Nexus parce qu'on a besoin d'une manœuvre pour améliorer les colonies dans l'espace, pour aider en fait simplement à préserver la Terre. Et c'est là aussi que donc l'unité de la DETREP, donc qui fait partie de l'UDP, si je dis pas de bêtises, donc l'UDP c'est l'ensemble de la police de Los Angeles et du comté de Los Angeles, parce qu'en gros c'est une... Rappelez-vous, hein, c'est plus vraiment des cités en fait, c'est des cités-états, va donner beaucoup plus d'argent à la DETREP suite au ce qu'on appelle le blackout. Donc le blackout c'est notamment, il y a un petit dessin animé qui est fait par le gars qui avait fait Cowboy Bebop, que vous pouvez voir sur internet qui est gratos, qui explique ce qui se passe. Donc notamment, la majorité des vieux Blade Runner sont hors jeu, notamment il y a Gaff, donc Edward James Olmos, qui finit craché dans un immeuble, et donc qui finit à la pré-retraite, qu'on voit très rapidement dans le 2049, il a un très beau caméo. Et donc, par contre, il y a plein d'argent qui arrive, ce qui fait que la DETREP a beaucoup plus de moyens, commence à se militariser, et surtout, Wallace, donc au bout de 10 ans, parce que leur but c'est de retrouver les Nexus 8 qui ont tous disparu après le blackout. Et donc c'est un gros jeu de piste qui relance l'intérêt des Blade Runner.
Et au-delà de ça, donc, quand on joue, ça fait 1 an, donc en 2039, si je dis pas de bêtises, que, que la Wallace Corporation a gracieusement créé des Nexus 9, donc qui sont qui sont des réplicants avec une durée de vie humaine. Donc je crois qu'ils commencent et ils sont adultes, mais très jeunes. Ils sont un peu plus forts, voire plus forts que les humains, mais pas tellement, et surtout ils ont des contrôles mentaux extrêmement forts. Ils ont des équivalents de... Il n'y a plus de test Wolfgang, en fait. Il n'y a plus d'espèce de test de baseline, donc de base de ligne, comme il y a vous voyez dans le film avec Ryan Gosling. Et ils sont hyper fliqués, ils ont des sortes d'implants qui font, grosso modo, le chef de la police, donc de la DETRE, peut savoir où ils sont, ce qu'ils font, et leur état mental, donc ça va très très loin. Ils sont beaucoup plus dociles. Et donc évidemment, le cœur du jeu, donc avec les personnages que vous jouez, c'est parce qu'on vous propose 4 pré-tirés, moi je les ai fait rejouer pour ce scénario-là, c'est 2 humains, donc en gros parce qu'il y a aussi des pro-réplicants, des anti-réplicants. On a une pro-réplicante qui était une ancienne soldat, donc commando sur les colonies, donc c'est une humaine, mais qui sait se battre, qui est passée dans la DETREP justement, parce que la DETREP justement a beaucoup d'argent aussi, enfin, il y a tout ce côté-là qui est esquissé en fait dans le livre. Il y a l'autre humain, c'est un gars qui était jeune à l'époque de Descartes, de Gaff et compagnie, qui reprend du service, parce qu'on a besoin des vieilles méthodes pour retrouver potentiellement des Nexus 8, et pour avoir des gens qui ne pensent pas, puisque l'idée c'est que le réseau réplicant tel qu'il existe et qu'il est décrit dans le supplément, connaît parfaitement toutes les failles de la DETREP, de l'UDP, et donc on a besoin de ressortir des vieux fourneaux, des gens qui étaient là il y a très très longtemps, parce qu'ils pensent différemment, parce qu'ils sont beaucoup plus forts, pour trouver les gens sur le terrain. Et à côté on a 2 profils de réplicants Nexus 9, donc un laborantin, et de l'autre côté, c'est compliqué en anglais, je crois que c'est une Moxie. En français, je crois que c'est une liaison. Et l'idée, c'est que c'est comme le personnage de Sylvia Curl dans Blade Runner 2049, donc qui est à la fois séductrice, mais qui sait très très bien se battre, qui sait un peu tout faire en fait. Il y a ce côté-là, mais en gros, c'est Pris ouais, enfin pour aller vite, c'est Pris de l'original, mais qui bosserait pour la DETREP. Et donc ces 4 personnages, ces 4 joyeux lurons vont constituer le cœur de mon équipe, que j'ai utilisé pour le premier scénario puisqu'ils sont proposés, et pour ce scénario-là, en les suivant, puisque les 3 scénarios se suivent. Comme je disais sur le supplément de Replicant Resistance ou Replicant Rebellion, je sais plus comment ça s'appelle, il y a eu beaucoup de retard, ce qui fait qu'il y a une grosse grogne, parce que généralement Free League, ils sont très 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 au taquet sur les sorties, que ça soit pour Weissen ou Alien ou Symbaroum. Moi j'ai toujours été étonné de recevoir très rapidement les bouquins, ce qui n'est pas forcément le cas, même, enfin, bon, si je vais dire Cubicle 7, c'est un peu pareil. Mais en tout cas, sur Blade Runner, ça coince. Et ce problème, ce qui coince encore plus, c'est qu'il n'y a aucune info sur la fin de la campagne, puisque l'histoire, en fait, se suit. Et je vais en parler très rapidement. Donc, de quoi ça parle? Donc, rappelons-nous, dans le premier épisode, alors évidemment, si vous êtes joueur, fuyez, parce que ça va tout spoiler. Par contre, si vous voulez maîtriser, avoir le feeling sur ce scénario, n'hésitez pas à rester. Donc, très rapidement, le premier scénario, j'en parle pas trop, mais l'idée, c'est que les Nexus 9 ont été intégrés dans la police depuis 1 an. Il y a une Nexus 9 qui pète un plomb, qui ressemble en fait qu'à un modant, donc les réplicants sont basés sur une personne existante. Je crois, il n'y a pas de règle établie, mais il me semble qu'en fait les Nexus ont des modants différents à chaque fois, donc par esprit de coquetterie ou par vente en fait de l'image de la personne, puisque l'idée c'est qu'ils vont partir dans l'espace, donc il n'y aura pas de problème de copie ou de doppelganger. Et donc cette personne pète un plomb, elle a des faux implants qui ont été mis par son modant, puisque son modant c'est ni plus ni moins que Lilith Tyrell, qui est la vraie nièce, donc contrairement à Rachel de Blade Runner l'original, qui est la vraie nièce de Tyrell, donc Eldon Tyrell, le fondateur de Tyrell Corporation. Elle dirige une petite société d'implants qui crée des souvenirs, donc comme dans le 2049, et elle utilise en fait une technique assez controversée qui est de mettre des souvenirs traumatiques qui permettent de beaucoup mieux contrôler le réplicant quand il pète un plomb. Sauf que là, évidemment, ça marche pas du tout. La réplicante a des souvenirs comme quoi elle est en train de perdre sa gamine, et donc elle s'aperçoit que Lilith Tyrell a elle-même une fille, donc elle a pour l'intention, après les meurtres et le chassé croisé, d'aller récupérer la petite fille. Évidemment, la Tyrell Corporation fait beaucoup la gueule, parce que ça fait 1 an qu'ils sont sortis de Nexus 9, et déjà il y en a un qui déconne dans la police, qui a assassiné son partenaire. Donc ils envoient des commandos pour essayer de buter vos PJ, qui eux font le job. Et la fin, normalement, c'est
Lily Tyrell meurt, vous sauvez la gamine avec un peu de chance, et pas de bol, la réplicante folle aussi va mourir, ou alors vous arrivez à la sauver, elle va dans l'espace avec la gamine, enfin c'est vous qui voyez l'histoire. Mais l'idée c'est que vous jouez un an plus tard, dans Les Anges en Feu, votre un des persos, alors c'est là où ça devient intéressant. Vous devez sélectionner un perso humain dans le groupe qui a le plus haut score d'empathie. Donc évidemment, si vous voulez les prétirer, ça va être Novak, qui est le vieux Blade Runner de la vieille et compagnie. Ça commence, il est en train d'interroger un type, on n'est pas sûr en fait, on a trouvé un type qui rentrait dans la salle des souvenirs, donc la base mémorielle de la Wallace Corporation, pour piquer en fait un élément mémoriel, qui se trouvait être en fait le premier entretien entre Rachel et Descartes dans le film où il fait passer le test Wolfkamp. Donc vu qu'on n'est pas sûr, on se dit c'est quand même bizarre, le mec a été intercepté, il est à la Death Trap coffret, et on demande de ressortir, puisqu'il n'a pas de numéro d'identification sur son œil, on ne sait pas si c'est un répliquant ou pas, donc on vous demande, puisque maintenant tous les répliquants Nexus 8 ont et les 8 et le 9 ont un numéro de série. Ce qui permet de les identifier, comme vous voyez dans le film au début, où Ryan Gosling arrive à plaquer Bautista au sol et lui fait un scan. Donc en fait, on ressort une vieille machine Wolfgang de la poubelle, et on demande aux joueurs de lui faire passer des questions. Le type pète un plomb, éclate il éclate en fait ses menottes et commence à étrangler votre personnage. Donc évidemment, toute l'autre équipe qui regarde derrière un miroir Santin arrive et intercepte le gars. Sur ce, Holden, qui est le sous-chef, donc je rappelle les persos de Blade Runner 1, étonnamment, donc Bryant, qui était joué par J.T. Walsh, qui est un super acteur, qui est mort récemment, mec énorme et tout. Je vous encourage, si jamais vous avez l'occasion, donc c'est un mec qui a beaucoup rodé dans le cinéma. Si vous avez l'occasion, regardez, ça fait 5-6 ans, parce que moi j'ai un podcast sur les seconds couteaux de cinéma, c'est vraiment une passion que j'ai. Et il y a 5-6 ans, ils ont lancé à Los Angeles, enfin une sorte d'Oscar c'est un autre nom, Oscar du meilleur second rôle, second couteau, quoi. Et ils avaient fait un trophée d'honneur pour J.T. Walsh, pour la première édition, et c'était Harrison Ford qui était venu lui remettre, parce qu'ils se connaissent, c'est des briscards, quoi. Et J.T. Walsh, il faut comprendre, c'est que c'est un mec qui est massif, quoi. Il avait 90 ans, il devait faire quasiment 120 kilos, il fait 2 mètres de haut et tout, donc vous voyez espèce de géant qui est en train à moitié de boiter, d'arriver vers l'autre papy sur la scène, c'est très très marrant. Et donc Bryant est devenu le chef de la Death Trap, et en dessous il y a Holden. Donc Holden, c'est le mec qui se fait tirer dessus au début du film, qui est votre chef. Et il vous dit, bon bah écoutez les gars, ça craint, je comprends pas, ça se trouve, on a des réplicants qui existent, qui sont illégaux. Et c'est là où on arrive sur un point qui est assez qui est assez touchy, que des gens vont aimer, d'autres beaucoup moins, qui est qu'en fait, plutôt que de se baser sur les films, évidemment, parce que les films sont limités, et c'est l'un des gros problèmes de Blade Runner, le jeu de rôle pour moi, c'est qu'il est très très limité sur les films. En fait, hormis les films, il n'y a pas grand chose comme source. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été chopés dans l'un des comics, qui est sorti il n'y a pas longtemps, après le deuxième film, l'idée des réplicants de contrebande. C'est-à-dire qu'il existe des laboratoires qui fabriquent des réplicants de contrebande. C'est des réplicants qui sont pas terribles, qui généralement crament assez vite. Par contre, ils n'ont pas d'identification, ils sont intraçables. Et donc l'idée, c'est qu'on dit, bah c'est bizarre, en comparant l'identité, parce que le type que vous interceptez, que vous avez retiré dans l'instant interrogatoire, était à l'origine un type qui bossait depuis 10 ans à Tyrell Corporation, qui avait une atrophie musculaire. Alors que là, évidemment, c'est quand il commence à étrangler vos joueurs, il n'a pas d'atrophie. Ce qui veut dire qu'en fait, il existe au moins un réplicant, voire plusieurs, qui sont des copies de personnes qui existent. Et c'est là tout le crux du scénario, c'est que vous allez devoir enquêter sur 5 réplicants qui existent, qui ont assumé l'identité de personnes qui existent. Et ces personnages, on l'appelle les anges, d'où le nom Fiery Angel, qui vient du poème, mais c'est des anges, en fait, du méchant, qui sont envoyés pour assouvir une vengeance. Donc attention, spoiler. L'idée, c'est que en fait, Lily Tyrell n'est pas morte, elle cherche à récupérer son empire, et donc elle a monté, avec les ressources qu'elle possédait et des choses qu'elle a gardées de la Tyrell Corporation, un laboratoire pour créer des réplicants de contrebande. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va infiltrer d'un côté la Death Rep, en faisant un réplicant basé sur, vous l'avez deviné, Novak, donc le joueur qui interroge au début, l'humain qui interroge le réplicant intercepté, sur un autre personnage qui est important, qui s'appelle c'est Ray McCoy, je crois, qui est un vieux de la vieille, qui est aussi dépêché qui est de la même époque que Holden, qui est dépêché pour vous filer un coup de main. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que
il a enfermé Holden dans un placard chez lui, et ce répliquant va passer son temps à assassiner les mecs, vos indiques, et potentiellement vous faire porter le chapeau et faire croire à Holden que justement c'est Novak, donc le gars qui sert de modèle à l'autre répliquant, qui est un répliquant. Donc il y a une scène très rigolote où vous ramenez votre joueur, hein, qui est crevé, parce qu'en plus, donc évidemment, il s'en prend plein la gueule, puisque ce faux McCoy, qu'on appellera Ezekiel, Ezekiel passe son temps à pourrir sans arrêt le joueur, et le joueur a... Enfin, je vais y revenir, mais bon, le joueur a pas... Il y a un moment, disons, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc l'idée, c'est que d'un côté, vous avez donc McCoy, le faux McCoy, qui est un vieux Blade Runner, qui, rappelons-le, est basé... Alors ça ne parlera pas à grand monde, mais ça m'a fait marrer, parce que personne n'a tiqué dans le groupe. Mais en fait, il y avait un jeu vidéo Blade Runner qui avait été fait par Westwood en 97, hein, qui reprenait tous les codes, qui était un excellent jeu d'aventure, façon point and click, qui a eu le droit à un remaster complètement à chier, ce qui est dommage. Et dedans, en fait, vous incarnez ce mec McCoy. C'est un jeu qui se passe un peu avant Blade Runner, le film. Alors, il y avait des trucs qui n'étaient pas terribles, en gros, mais dans l'essentiel, le jeu était excellent, il y avait tout un facteur aléatoire par rapport aux suspects que vous chopiez, qui faisait que certains pouvaient être répliquants ou pas, votre personnage pouvait être un répliquant ou pas. C'était un super jeu, ils avaient récupéré donc Edward James Olmos, comment dire, le type qui jouait Alden Tyrell, Joe Turkel qui jouait Alden Tyrell, enfin beaucoup de doubleurs originaux. C'était très très cool, c'était vraiment un super jeu qui évidemment, bon, ça a un peu vieilli maintenant, mais toute l'enquête, il y avait des experts, c'était génial, donc c'était vraiment un super clin d'œil qu'ils ont fait. Quand je dis qu'ils vont tirer dans les comics et les jeux vidéo, je le pense. Et donc, à côté, donc, il y a votre personnage, il y a Ezekiel, et sinon, les trois autres clones, c'est vis-à-vis pour prendre le contrôle de la Wallace Corporation. Donc, le premier qui est envoyé pour récupérer le mec que vous chopez, en fait, il est uniquement là pour se faire pincer. C'est-à-dire qu'il est testé comme un démineur belge. On l'envoie pour voir jusqu'où on peut aller dans les systèmes de sécurité de la Wallace Corporation. Ce qui est un peu compliqué et ce qui est un peu chiant, parce qu'en fait, vos joueurs vont dire pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Ça n'a pas trop de sens, en fait. C'est-à-dire qu'il rentre dans une base de données pour récupérer un truc qui ne l'intéresse pas, et il se fait cramer dans tous les cas. Et moi, j'ai dû un peu insister avec le personnage du commando, en lui disant, oui, dans l'espace, tu as déjà vu des techniques comme ça, on utilisait des répliquants comme des données, enfin comme des gens qui peuvent être utilisés, en fait, comme un caillou qu'on jetterait pour voir s'il explose sur un champ de mine. Mais sinon, c'est un peu difficile. Alors, et les deux autres personnages qu'ils ont n'interviennent que dans le final. Il y a un répliquant de Quell, donc Quell est aussi une réplicante, qui est la vice-présidente et l'un des anges des ressources humaines de la Wallace Corporation, et il y a aussi un répliquant basé sur Wallace lui-même. Donc l'idée, c'est que si Wallace prend la place, le faux Wallace prend la place du vrai Wallace, concrètement, elle a gagné, quoi. Et comme ça, elle contrôle la Wallace Corporation, elle a pris sa revanche sur celui qui a piqué l'entreprise de son oncle. Donc, ça c'est concrètement l'idée. Le facteur X, c'est évidemment que le répliquant qui est basé sur votre joueur, lui, il pète un plomb, parce qu'il n'est pas fini, hein, simplement, et donc il décide de survivre, de se casser, il va essayer de rentrer en contact avec l'Aurelian, avec tous les gens qui sont pro-résistance et qui peuvent l'aider, et c'est lui, en fait, le facteur X qui va permettre à vos joueurs de dénicher la conspiration. Avec un peu de chance, ils arriveront à le choper pour qu'il crache le morceau. La grande subtilité, évidemment, de Blade Runner et la grande force du système de jeu, c'est au-delà de sa mortalité, c'est surtout le fait qu'en fait, il y a une échelle d'événements qui se déploient, que les journées sont divisées en quarts, vous avez 4 quarts dans une journée, normalement au bout de 3 quarts vous allez vous coucher, mais chaque enquête, chaque lieu où vous allez, en fait, vous compte pour un quart. Et donc, à chaque quart, surtout avec 4 joueurs, parce que ça va beaucoup plus vite que quand vous avez qu'un seul joueur, il se passe quelque chose. Il y a un PNJ qui fait quelque chose, etc. Donc par exemple, au début, le faux PJ, puisqu'il a le même corps que le vrai PJ, va dans chez lui pour piquer de la bouffe, piquer de l'argent. Puis après, il va voir une fille pour essayer de se faire remodeler le visage, mais elle refuse. Donc ensuite, Ezekiel, qui est toujours sur vos traces, vient voir cette fille-là et l'assassine, pour couper les traces. Et l'autre gros indice, le truc qui vous fait un peu avancer, vous aide normalement, mais c'est un peu compliqué, c'est que Lily Tyrell a toujours une accroche, une attache à sa vie passée, et donc elle va essayer de voler le hibou de son oncle, qui est détenu par Ron Sitter aussi dans le jeu vidéo d'ailleurs, qui tient un magasin d'animaux artificiels, et plein de choses comme ça qui vous permettent peu à peu en fait, de tirer, si vous êtes fan du film, ça vous permet de tirer de fil en aiguille ce qui se passe. Donc ça concrètement, voilà, c'est le jeu, donc vous connaissez un peu le système, vous êtes dans différents lieux, il y a des indices physiques dans la boîte, il y a des PNJ,
Le système, c'est lié au ER Engine. Je passe sur les détails. Donc l'enquête, concrètement, que vous dire? Elle s'est plutôt bien passée. Elle était un peu plus courte que la première enquête, qui était plus longue à mon avis. Il y a eu des difficultés pour les joueurs pour comprendre. En fait, j'ai eu pas mal de mal à leur faire comprendre que c'était Lilith Tyrell qui était en gros l'antagoniste, malgré le... Même si j'ai essayé de faire un peu une réflexion sur... Enfin, un peu un débrief sur le premier épisode, parce que ça faisait ça faisait 1 an qu'on avait joué. Mais c'est pas facile forcément, ouais, quand on est un gros nerd de Blade Runner, c'est facile de faire la chose, et surtout quand on est MJ, parce qu'on a tous les documents. Mais le faire passer aux joueurs, c'est pas forcément simple. Il y a quand même l'idée qui est assez terrible, en fait, que vous avez un PNJ méchant qui vous poursuit pour vous défoncer la gueule. Et quand je disais que donc, Novak en a pris plein la tronche, c'est qu'il commence, il se fait étrangler. Ensuite, il rentre chez lui, il voit qu'il a plus d'argent. Il avait une sorte d'attache, d'histoire avec Finny, donc la Moxie, l'agent de liaison, qui est un autre PJ, qui en gros avait une de ses amies qui avait été traquée dans le premier épisode, donc elle avait demandé de dormir chez lui pour la protéger. Et aussi parce qu'elle voyait que justement il passait son temps de se faire pourrir la gueule. Et le jour il fait bon bah au petit matin je me casse, je prends mon spinner et puis je m'en vais. Et puis dans le scénario c'est marqué. Alors le PJ qui sert de modant au répliquant renégat se fait poursuivre par Ezekiel qui a un spinner lourd avec des missiles et tout. Donc il lui a tiré dessus, il a failli mourir, il a fini dans un... En plus déjà premier épisode il s'était fait casser la jambe. Donc là il finissait, il était complètement... défoncé, il arrive sur la scène de crime avec ses potes en bus, et en fait c'est monté, parce qu'il ratait ses jeux, parce qu'il en avait ras-le-bol, et à la fin en fait il a pété un plomb, et c'était grandiose, en fait, quand donc il se fait interroger par Holden, qui lui dit bah t'es peut-être un répliquant, donc là il dit mais c'est pas possible, c'est quoi ces conneries, et ils comprennent enfin, c'est-à-dire que le laborantin Percival comprend qu'en fait McCoy les a menés en bateau, et que McCoy c'est pas McCoy. Donc il dit ok, donc le genre de Novak dit ok, on va aller, tu sais quoi, et il se met avec la commando, et tu sais quoi, on a plein de points de promotion, moi j'ai plus de spinner, c'est parti, je vais tout cramer pour avoir du matos. Donc il va à l'armurerie, tous les deux ils commencent à prendre des fusils lourds, enfin l'espèce de sniper de l'armurerie, ça devient c'est vraiment c'est comme dans Hot Fuzz à la fin, c'est-à-dire que ils y sont allés, ils ont fait fuck it, fuck le protocole, fuck tout, ils vont dans l'armurerie de la Death Rep, enfin de la police. Ils prennent chacun un fusil. Lui, il utilise ses points de promotion pour se prendre une moto. Enfin, moi, je lui propose une moto spinner, parce qu'en fait, son spinner est complètement cassé. Et quand il monte vers le parking et tout, il croise Holden. Et Holden, il fait « Mais vous croyez que vous allez où, là? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc la commando dit « Non, bah en fait, tu peux pas... » Enfin, la commando a raté son jet, alors que Holden a dit « Non, mais c'est... » Enfin, Novak a dit « C'est super important et tout, il est extrêmement dangereux. » Donc ils vont... Donc il est avec sa moto parce que elle vole en fait, c'est un spinner. Et il va sur sa moto, il se met juste en face de l'appartement de McCoy en disant on va l'intercepter. La commando rentre, bam, elle défonce la porte. Elle rentre à l'intérieur et commence à entendre un chien aboyer. Et elle dit oh mon dieu et tout, il y a un chien qui... Donc ils ont une espèce de PDA. Elle dit oh il y a un chien et tout, il va me tuer, enfin il va m'attaquer, c'est horrible. Et donc le genre de Novak sort le fusil sniper, commence à viser, il voit le chien qui dépasse, il réussit un jet avec des avantages, il fait un super jet, bam et tout. Donc la commandante ouvre la porte de la chambre et elle voit le cadavre du chien éclaté par l'œil, il y a du sang partout, c'est horrible. Et elle entend un mec à moitié hurlé qui est coincé dans l'étagère, enfin dans le placard, elle l'ouvre, et donc c'est le vrai McCoy qui a été ligoté par... D'ailleurs, c'est pas très convenu, je sais pas pourquoi il le garde en vie, parce que il y a un autre type qui se fait assassiner, qui est aussi le modant du type qui s'introduit au début dans la Wallace Corporation, qui lui se fait tuer, donc bref. Et du coup, le pauvre McCoy, il ouvre les yeux, il voit sa chienne, parce qu'en plus, si vous avez joué aux jeux vidéo, sa chienne, elle est super importante pour lui. Et il voit sa chienne qui est morte, éclatée, tout, il y a du sang partout, il se met à chialer, c'est horrible, quoi, c'est un massacre. Les deux autres joueurs répliquants sont complètement désabusés, ils comprennent plus rien, ils font pause club sur club en se disant mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc ouais, on arrive quand même, donc McCoy dit ah et tout, ils vont prendre l'assaut à Wallace, donc c'est un peu le truc final pour foncier la Wallace Corporation. Après, je dois avouer quand même que le Percival, donc l'agent scientifique, a été assez intelligent, il a appelé tout de suite
où je sais plus, c'était la commando a appelé en fait la Quell, donc au QG de la Wallace Corporation en disant et tout, faites gaffe, vous allez vous faire attaquer parce que les réplicants n'ont pas fini de venir chez vous, donc ça lui donne des points de promotion. Et le final, alors c'est un peu rock'n'roll, vous arrivez, je vais pas dire comme dans Matrix, mais quasiment, en fait vous garez votre spinner dans le parking de la Wallace Corporation qui vous donne un passe-droit. De toute façon, vous flashez vos badges de Blade Runner en disant on veut impérativement voir Quell, on sait qu'il reste 2 réplicants et on sait qu'ils vont venir ici. Et vous allez dans une scène où Quell est à son bureau, elle a des mecs elle a 2 mecs en fait de la sécurité qui sont avec elle, et par une autre porte, il y a une autre Quell qui arrive et qui dit ah arrêtez là, c'est la méchante. Donc là, il faut réussir un jet assez vénère de psychologie pour savoir qui c'est. Il y a un petit indice aussi, parce qu'en fait, sur sa carte, il y en a une qui est habillée en blanc, l'autre qui est habillée en noir. C'est comme Spy versus Spy. Et en fait, sur la carte mémorielle que vous avez, elle est habillée en noir. Donc, vous savez que c'est la blanche, en fait, qui est pas bonne. Enfin, bref. Super, les gens ne changent jamais de costume dans cet univers. Donc, s'ensuit une échauffourée où les 2 Quells se tirent dessus. Les gardes, comprenant pas trop, vous tirent dessus aussi. Donc, ils sont assez vénères parce qu'ils ont des gros flingues, ils ont des grosses armures. Donc ça a commencé à saigner le sang, j'ai 2 personnages qui se sont fait défoncer, enfin qui ont vraiment morflé, des grosses blessures. Bon après, une fois que le commando et Novak, qui est un as du pistolet, sont entrés en jeu, ils se sont fait massacrer la gueule. Vraiment sur les 4 persos, vous en avez 2 qui sont extrêmement vénères en combat, un au tir et l'autre au corps à corps, c'est des brutes. Et donc après le final, c'est évidemment, vous montez tout en haut, avec cette fois des gardes qui vous suivent mais qui sont de votre côté. Et vous vous trouvez face à Wallace et vous ne savez pas si c'est le vrai ou le faux Wallace. S'ensuit donc l'arrivée dans l'ombre, il y a Ezekiel, donc le faux McCoy qui n'était pas mort, et Lily Tyrell. Lily Tyrell vous fait un grand speech en disant mais de toute façon, je ne fais que réclamer ce que je veux, et mon but c'est que ce soit les réplicants qui prennent le pouvoir sur Terre, parce que c'est un peu mes enfants. Donc on s'aperçoit que tout ce qu'elle avait dit dans le premier épisode c'était du bullshit, qu'elle n'avait pas de fille, c'était un réplicant aussi. Donc ironiquement, la petite fille est mieux avec la Blade Runner renégade du premier qu'avec sa vraie mère. S'ensuit donc la baston finale, entre parenthèses, avec le faux Wallace, potentiellement le Wallace qui a pas trop de stats, hein, mais surtout avec Ezekiel. Il y a un spinner qui arrive qui permet à Lilith de partir pour prendre sa revanche dans le dernier épisode. Et donc après, le vrai Wallace arrive, avec des gardes, donc ils butent directement, ils font un retrait sur l'autre Wallace devant vos yeux, et ils vous disent bah voilà, vous avez fait un super boulot. Enfin en tout cas pour mes joueurs, ils ont dit vous avez fait un super boulot parce que vous n'êtes pas planté et compagnie. Et ouais, c'est un peu comme disait en fait il y a plusieurs choses. Il y a le feedback des joueurs, donc les joueurs évidemment, donc le joueur de Novak à la fin il en avait ras-le-bol et je comprends qu'il ait pété un plomb. Enfin pas qu'il ait pas pété un plomb mais qu'il a dit fuck it, tu sais quoi. Et il a dit c'est le pire personnage que j'ai jamais joué de ma vie, dans le sens tout est allé de mal en pile, il a pas eu de bol, il s'est vraiment fait piler sur la tronche. Le scénario pile un peu sur la tronche de ce personnage-là, donc choisissez-le bien. Les joueurs ont bien aimé, encore une fois, hein, c'est vrai que c'est quand même des scénarios qui sont assez solides. Le fait qu'il y ait des indices, c'est très agréable, ça rajoute vraiment un côté, je vais pas dire jeu de société, mais les feelies, c'est comme dans l'ancien temps avec les boîtes de jeux vidéo, c'est très agréable quand même d'avoir des cartes, des machins. Le système, j'étais plus du tout dedans, alors que j'avais maîtrisé Coriolis une semaine avant, mais j'ai dû un peu m'y remettre. Il roule très bien, c'est très simple, 2D. Par contre, c'est vrai que quand les critiques commencent à pleuvoir, c'est extrêmement vénère et les combats peuvent aller très 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 vite. Donc les joueurs ont trouvé justement qu'à la fin, la grande beauté en fait du jeu quelque part, c'est qu'on sait pas qui est méchant, c'est pas qui est gentil, et ça finit toujours un petit peu en eau de boudin, avec un arrière-goût sale dans la bouche. Moi, en tant que maître du jeu, j'ai trouvé que le premier scénario était quand même mieux. C'est pas tellement les réplicants de contrebande, c'est pas mal, parce que, évidemment, le scénario, il tient... Enfin, comment dire... Le fait qu'en fait, ça soit toujours des espèces de clins d'œil au film, rend le truc un peu indigeste pour un fan de Blade Runner comme moi, puisque j'ai envie de dire, il y a d'autres hôtels que l'hôtel Yukon, il y a d'autres restaurants chinois que le restaurant chinois qu'on voit à l'introduction, etc., etc. Donc on pourrait... C'est un monde qui ne demande qu'à être développé comme celui d'Alien, et je trouve que c'est un peu dommage. Donc c'est bien qu'ils aient pioché dans les jeux vidéo, dans les comics, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour un peu étendre les choses, mais j'aimerais vraiment qu'ils fassent des trucs plus originaux quelque part. Et c'est le grand reproche qu'on peut faire sur le bouquin de base, hein. Je peux pas vous conseiller d'acheter le bouquin de base, je trouve que ce livre, je l'ai acheté parce qu'il est beau, parce que je suis fan de Blade Runner, mais je trouve que c'est un peu une arnaque, il n'y a rien dedans. Autant acheter la boîte d'initiation, vous avez un scénar, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, vous avez toutes les règles complètes, donc vous embêtez pas.
Donc moi, en tant que mode du jeu, j'ai trouvé... Ça reste solide, hein, ça reste bien. Là, l'essentiel, c'est que tout le monde s'amuse. Je me suis amusé, les gens sont amusés. Mais j'ai trouvé qu'il était un peu... Il manquait un peu de peps, en fait, par rapport à l'original. Ce qui est vraiment bien, c'est le fait que vous ayez un stalker. Vous ayez quelqu'un qui passe sur vos pas et qui essaie de vous pourrir à tous les moments pour, justement, casser votre enquête. Évidemment, quand c'est vous qui vous retrouvez de l'autre côté de la table, en tant que Blade Runner, c'est très très drôle. Et, euh, et voilà ce que j'avais à dire. Donc c'était un bon moment quand même. Donc ça m'a pris 2 séances de 4 heures. Et maintenant, bah, la grande inconnue, c'est est-ce qu'on aura un nouveau scénario avant 2027? Je ne sais pas, parce que Free Liga, ils ont beaucoup d'autres gammes. Des gammes qui avancent bien, qui tournent bien. Est-ce que Blade Runner ne marche pas? Je pense pas. Je suis sûr que Blade Runner se vend très très bien, parce que quand vous voyez les chiffres qu'ils font sur les Kickstarter, bah, ça pète. Je sais pas pourquoi ils ont eu un retard comme ça. J'espère que ce sera corrigé. En tout cas, j'ai hâte de recevoir ma copie physique de Replicant Rebellion, parce que c'est quand même cool, et la plate graphique elle est un peu différente, les contextes proposés sont différents, donc ça peut être plutôt chouette. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur Blade Runner, donc je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt. Allez, salut!